Bonjour à tous et bienvenue au podcast Entrepreneurs par Soumission Rénovation. L'automne, c'est la saison des bilans et des projections. Alors que les journées raccourcissent, c'est le moment parfait pour prendre du recul et réfléchir à la stratégie de votre entreprise. Dans cette rediffusion spéciale, nous vous proposons de redécouvrir les clés d'une gestion de projet efficace. Que vous soyez entrepreneur, gestionnaire ou simplement passionné par le domaine de la construction, cet épisode regorge d'astuces à ne pas manquer. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de cette rediffusion. Bonjour à toutes et à tous, c'est Manef comme d'habitude et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast Entrepreneur présenté par Soumission Rénovation. L'invité d'aujourd'hui, on est avec Rose Loiseau. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Ça va super, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci à vous. Donc l'objectif, un peu l'idée, c'est de parler de ce que vous faites. En fait, vous, globalement, si je peux généraliser, vous êtes dans la gestion de projet. Exactement. Et vous travaillez avec plusieurs entrepreneurs et vous les aidez dans le cheminement de leur projet. Exact. C'est ce qu'on va essayer un peu de décortiquer aujourd'hui. Donc dans le fond, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter, nous parler un peu de vous, de votre parcours et qu'est-ce qui s'est passé pour que on en arrive à avoir le groupe Alka. Super. Ben, écoutez, moi, j'ai gradué à l'École de technologie supérieure en 2015 du programme de génie de la construction. Par la suite, j'ai travaillé avec des entrepreneurs généraux. J'ai une collègue d'école avec qui j'ai fait un stage parce que j'ai commencé mes stages en 2012. Parce qu'à ETS, tu es obligé de faire des stages. OK. Dès que tu commences. Donc, dès la première année, tu fais un stage. Donc, j'ai commencé dans le domaine de la construction dès 2012, gradué en 2015. J'ai rencontré Annabelle, qui est aujourd'hui mon associée chez Groupe Alka. Annabelle et moi, quand on a gradué, on avait la même idée qui était de donner un excellent service à la clientèle dans la gestion de projet. Donc, de vraiment mettre de l'avant une bonne gestion de projet pour s'assurer de la réussite des projets. Donc, où est-ce que je travaille? Moi, je fais plus des entrepreneurs spécialisés, entrepreneurs généraux. Elle travaille avec des consultants, des donneurs d'ouvrages. Puis, on réalise qu'on a toute la même problématique. Donc, qu'il y a des améliorations qui peuvent être amenées dans la gestion de projets de construction. Donc, on réalise que peu importe la personne avec qui on travaille et le secteur d'activité dans lequel on travaille, elle a fait du pharma. Moi, j'ai fait du mur rideau, du commercial. J'ai fait un peu de résidentiel. Donc, peu importe le secteur d'activité dans lequel on était, on réalisait qu'on avait les mêmes problématiques qui étaient une gestion de projet qui pouvait être améliorée, optimisée. Donc, on s'est dit, dès la sortie, on s'est dit, il faudrait un jour ouvrir une entreprise qui mettrait de l'avant l'expertise qu'est la gestion de projet de construction. Fast forward, donc 2015, 2016, 2017, on travaille, on change d'emploi et on réalise, nous deux, que quand on rentre quelque part dans une entreprise et qu'on met en effet de l'avant la gestion de projet et qu'on amène le monde avec qui on travaille d'avoir les mêmes objectifs, de travailler sur les mêmes idéologies, de vraiment avoir un bon esprit d'équipe pour arriver aux mêmes objectifs. Synergie. Exactement, une belle synergie, puis on arrivait à optimiser la gestion de projet. Donc, on s'est mis ensemble en 2020. On s'est dit, ça serait bien de l'offrir à plusieurs personnes au lieu de l'offrir seulement à notre employeur. Donc, si on ouvrait une entreprise pour aider les entrepreneurs généraux ainsi que les donneurs d'ouvrages à mettre vraiment de l'avant l'expertise qu'est la gestion de projet de construction, donc de les épauler dans leurs tâches, donc sur une ou plusieurs tâches, un ou plusieurs projets, de prendre en charge la gestion de projet, mais ça leur permettait à eux de mettre leur temps ailleurs et à nous de mettre notre expertise qu'on a acquis. Dans le fond, vous êtes ingénieur En construction. En construction. Exactement. Donc, la spécialisation, c'est la construction. Exactement. Du coup, vous avez potentiellement pas peut-être touché à d'autres secteurs à part la construction. Exactement. Comme votre amie qui était dans tout ce qui est... En construction aussi. Donc, elle aussi, oui. Donc, nous deux, c'est en construction. C'est juste que, par exemple, moi, j'ai travaillé avec un entrepreneur spécialisé en mur rideau, mais mur rideau, c'est de la construction. Okay. J'ai travaillé pour un entrepreneur général, un grand entrepreneur général qui construisait des immeubles. Donc, encore une fois, construction. Annabelle, elle a travaillé pour des donneurs d'ouvrages qui, eux, avaient un bâtiment à construire. Donc, toujours dans le domaine de la construction. Par contre, des secteurs d'activité différents. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'idée de la gestion de projet? Qu'est-ce que la gestion de projet? La gestion de projet, au fait, c'est on prend le projet, on analyse qui fait quoi, quand est-ce qu'il faut le faire, puis c'est de gérer ça. Nous, on aime comparer ça à un orchestre, à un maestro d'orchestre.
Donc, il y a plusieurs instruments qu'il y a à jouer, plusieurs intervenants. Puis, il y a quelqu'un qui doit suivre la cadence, qui doit s'assurer que la mélodie, elle est parfaite, n'est-ce pas? Donc, ça ne veut pas dire que le maestro sait jouer tous les instruments. Donc, c'est sûr que s'il manque un bassiste, s'il manque quelqu'un qui joue de la clarinette, c'est pas le maestro qui va aller jouer à sa place. Bien sûr. Par contre, si le son est mauvais, bien, il va l'entendre directement. Donc, c'est ça un chargé de projet. Donc, c'est vraiment la personne qui a une vue d'ensemble sur tout le projet, sur tous les intervenants, qui fait une excellente coordination, qui assure un excellent service à la clientèle avec ses clients, qui s'assure de comprendre les besoins du client pour pouvoir y répondre, faire le suivi de l'échéancier, le suivi du projet, du budget, pardon. Donc, vraiment, comme je vous dis, avoir une vue d'ensemble, gérer, faire une excellente planification pour s'assurer qu'on a le temps pendant le projet de gérer les problématiques qui surviennent. Parce que souvent, ce qui arrive en gestion, c'est tout le monde est débordé, donc on va mettre la gestion un petit peu de côté. Donc, on ne va pas faire un suivi rigoureux de tous les points qu'il y a à suivre. Donc, on va faire un petit peu plus de day-to-day et c'est comme ça que viennent les extras parce qu'on n'a pas suivi, par exemple, la réception des matériaux, on a oublié de commander quelque chose, on ne s'est pas assuré d'avoir communiqué avec un sous-traitant au bon moment. Donc, quelqu'un qui s'occupe seulement de la gestion du projet, qui s'assure que le tout se fait au moment qui a été dit d'être fait, c'est comme ça qu'on assure un succès. J'aime vraiment l'exemple du maestro et de l'orchestre, ça représente vraiment très bien ce que vous faites. Est-ce qu'on peut dire, parce que de la manière dont vous m'avez expliqué ça, vous êtes sur le terrain, donc vous êtes directement en contact avec le client, du coup l'entrepreneur. Exact. Vous voyez à ce que tout se passe bien, à ce que toute réglementation soit respectée, tout délai soit respecté. Mais dans le fond, est-ce que pour chaque entrepreneur, on dirait que vous représentez les entrepreneurs d'un côté? C'est sûr que, dépendamment de qui nous engage, on va prendre le chapeau et représenter les intérêts de cette personne. Exact. Donc, si c'est un donneur d'ouvrage, je vais vous donner un exemple. McDonald's veut faire construire un nouveau McDonald's. On s'entend que McDonald's, en tant que tel, ils n'ont pas de connaissances en gestion de projet de construction. Donc, peut-être qu'à l'interne, ils sont gros, peut-être qu'à l'interne, ils ont des chargés de projet, mais par exemple, une entreprise comme ça qui n'ont pas de chargé de projet à l'interne vont engager une firme externe pour gérer leur projet. Donc, à ce moment-là, on représente les intérêts du McDonald's face à l'entrepreneur général qu'on va engager pour faire la construction du McDonald's, n'est-ce pas? Par contre, on peut être engagé aussi par l'entrepreneur général qui, lui, est-ce qu'il a trop de projets? Est-ce qu'il a un projet qu'il aimerait prendre, mais son équipe est débordée, alors il a besoin d'un gestionnaire supplémentaire? Il peut nous engager pour aller gérer ce projet. À ce moment-là, on représente les intérêts de l'entrepreneur général face à son client à lui. Donc vraiment, le gestionnaire de projet, il prend le chapeau de la personne qui l'a engagé pour faire les travaux. Je comprends. Donc, vous essayez d'assurer vraiment tout de A jusqu'à Z. Exactement. Est-ce que, dans le fond, toutes les étapes que vous avez énumérées, c'est vous qui le faites? Est-ce que vous allez par vous-même voir le client, discuter avec lui? Oui, nous, on peut le faire toutes. Et encore une fois, ça dépend de pour quelle tâche est-ce qu'on a été engagé. Bien sûr. Donc oui, on le fait. Il y a des clients qui nous appellent parce qu'ils n'ont aucune idée comment fonctionne la construction et ils doivent construire une nouvelle garderie, par exemple. Il y a quelqu'un qui nous a appelé qui doit construire une nouvelle garderie. Il n'a aucune idée comment ça fonctionne. Et là, oui, on prend tout au complet. Alors, on s'assoit avec lui. Quels sont vos besoins? Là, avec lui, on choisit les professionnels avec lui. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nous qui les engageons parce que c'est le client qui reste quand même le client, le donneur d'ouvrage. Mais par contre, on lui propose les personnes parce que lui, il n'a pas les connaissances pour savoir mais quel architecte est-ce qu'il faut engager. Okay. Quel architecte a les bonnes connaissances? Quel architecte a la bonne réputation? Parce qu'un projet de construction, il faut s'assurer de s'entourer de la bonne équipe. Bien sûr. Et une équipe qui a à cœur le projet et les intérêts aussi du client. Donc, oui, comme tout à l'heure, je vous expliquais qu'on représente les intérêts de la personne qui nous engage, mais on s'entend qu'un projet de construction, tout le monde gagne à avoir une excellente coordination, à avoir un esprit d'équipe et à tous faire la même chose pour se rendre à la délivrance du projet. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment... Dans le fond, vous pouvez aussi être sollicité par des particuliers, par des personnes qui ont des projets, comme, je sais pas, peut-être potentiellement une construction de maison ou un ajout d'étage ou autre. On fait beaucoup moins de résidentiel. On l'a déjà fait, donc oui, mais on fait moins de résidentiel. Le résidentiel, c'est un petit monde à part, par exemple. On le qualifie de à part parce que c'est directement avec les clients
les propriétaires qu'on fait affaire. Tandis qu'un immeuble, c'est un client qui a aucune idée de comment ça fonctionne et qui nous engage pour gérer complètement le projet. Tandis que la rénovation, l'ajout d'un étage chez quelqu'un, bien souvent, ils vont habiter en dessous. Oui. Donc, ils sont très proches de leur projet. C'est magnifique, le domaine résidentiel, mais c'est vraiment... c'est plus pointilleux, c'est plus Est-ce qu'on humain, peut dire je que... dirais. OK, mais il y a pas de côté négatif à... Non. Non. C'est pas risqué de... Non, tout pas ce qui est du tout. résidentiel? Non, pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup plus de projets résidentiels. Il y a beaucoup plus, parce qu'il y a toujours de la rénovation. Il y a toujours quelqu'un qui veut rénover sa toilette, rénover sa cuisine. Il y a toujours des dégâts d'eau, donc ils doivent faire de la réparation. Donc, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de projets, mais les projets sont beaucoup moins dispendieux. Ouais. Tandis que du côté du commerce, du côté donneur d'ouvrage, les projets, c'est des gros projets qui sont longs. Donc, et encore une fois, on s'entend que la proportion monétaire, elle demeure énorme dans les gros projets, parce que c'est des millions de dollars. Bien sûr. Mais la quantité de projets résidentiels demeure énorme. Là, quand Est-ce qu'on même. peut dire que tout ce qui est commercial est légèrement ou un peu plus dur que le résidentiel dans la grosseur du projet, dans la faisabilité, dans les budgets, dans les délais? Je pense que ça dépend, honnêtement. J'ai déjà fait un gros projet qui vaut des millions de dollars, qui a très, très bien été, bonne planification, tout a bien été dans le budget, dans le projet. Tandis qu'un plus petit projet résidentiel, où est-ce qu'il y a, tu ouvres les murs, il y a de l'amiante, les conduits sont en plomb finalement. Je dis n'importe quoi, mais je veux dire, on découvre des affaires qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc, ça dépend. Chaque projet de construction sont uniques. Et je pourrais même vous dire que, par exemple, on fait un projet de construction ensemble, on construit un triplex, on reprend les mêmes plans, la même équipe, on reconstruit un deuxième triplex, puis ça ne va pas aller de la même façon que la première fois. Donc, ça dépend toujours de... C'est-à-dire, il n'y a pas de monotonie, il n'y a pas une mécanique. On va dire, il n'y a pas du copier-coller dans le fond. Ça serait impossible de faire du copier-coller parce que c'est vraiment sur le coup, la disponibilité. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer comment va aller un projet de construction qu'on n'est jamais à l'abri des imprévus. On parle de la disponibilité de la main-d'œuvre. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on fait le travail en août, comparé au travail en février? Ce n'est pas la même disponibilité. Ouais. L'accessibilité aux matériaux non plus, ce n'est pas la même. Regardez, après la COVID, il n'y avait plus de bois. Ça a été une grosse problématique. Donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Jamais. C'est vrai. C'est ça qui rend le tout très, très, très excitant, très amusant et agréable. Donc, je sais qu'il y a une mauvaise réputation au domaine de la construction. Donc, oui, il y a les enveloppes brunes, il y a la corruption, c'est toujours long, c'est dépassement des budgets. On peut entendre beaucoup de négatifs, mais quand il y a une bonne planification, c'est très, très, très agréable, le domaine de la construction. C'est fun de travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Tout le monde veut faire la même chose. On veut tous aller de l'avant et atteindre nos objectifs. Donc, quand on se met ensemble et qu'on y arrive, c'est le fun. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Je pense que la plupart de la frustration qui est engendrée par rapport à ça côté client, c'est niveau gestion, c'est au niveau de la gestion du projet, parce que c'est pas... En fait, c'est pas... Je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je pense que c'est un peu difficile pour un entrepreneur qui fait de la job et qui gère déjà une équipe de aussi ajouter cette partie-là de gestion à sa job à lui. Ça prend de l'expérience, ça prend de la connaissance. Il faut apprendre à faire ça, il faut apprendre à gérer. Donc, c'est un peu la partie où ils se disent OK, je vais faire comme d'habitude, je fais ça de toute manière, de toute ma vie, je vais continuer à faire ça, c'est tout. Exactement. Mais dans le fond, comment on peut savoir qu'on a besoin de un peu soit investir, soit se pencher sur le côté gestion? Est-ce qu'il y a des red flags? Comment on peut savoir si on en a besoin vraiment, réellement? On en a toujours de besoin. Toujours. Même un aussi petit projet que la rénovation d'une toilette, parce que, encore une fois, comme je vous dis, ça peut très bien aller, aucun problème. Alors, finalement, ça ne coûte pas cher de gestion de projet puisque ça a bien été. Mais lorsqu'on est confronté à des problématiques, c'est là qu'on peut avoir tendance à se dire « Ah, je ne vais pas prendre un chargé de projet parce que je vais le faire tout seul. » Mais là, il y a les problématiques qui arrivent. Il faut faire la coordination entre les différents intervenants. Il faut s'assurer
Par exemple, l'électricien, il vient après le plombier. Mais là, il y a une problématique avec le plombier. Bien, l'électricien, il ne peut plus venir. Mais là, il faut penser à, il faut recéduler l'électricien. Mais l'électricien qui venait, est-ce qu'il avait à installer, je ne sais pas, des luminaires qu'on devait recevoir à telle date que finalement, je ne vais pas être sur place, alors laisse-moi repousser. Donc, il y a tellement d'interventions nécessaires dans la gestion de projet que moi, je dirais qu'il en faut tout le temps, peu importe le projet. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, comme vous dites, qui se disent « je vais faire comme d'habitude » et c'est ça qui crée des délais. C'est ça qui crée l'augmentation du budget, le non-respect de l'échéancier. Par contre, il en faudrait tout le temps, honnêtement. Il n'y a pas de red flag. Moi, je pense que la gestion de projet de construction, en soi, c'est un green flag qu'il faut, qu'il faut mettre de l'avant en tout temps. Et c'est ce que Groupe Alka essaye de faire, de mettre de l'avant, comme je vous disais, l'expertise qu'est la gestion de projet de construction en soi, de comprendre que, comme vous l'avez bien expliqué, qu'il faut du temps, il faut des connaissances, il faut des aptitudes, il faut des compétences, tant des compétences soft skills que du savoir-faire. Donc, c'est vraiment, c'est un domaine à part. Ça pourrait être un bac carrément en gestion de projet de construction pour s'assurer de bien faire de la planification. Surtout dans le secteur de la construction en lui-même, parce que le fait de, comme vous l'avez dit, la problématique de faire venir le plombier ou l'électricien ou celui qui va poser le carrelage, il doit venir avant quelqu'un d'autre qui doit... Ça, déjà, il faut vraiment s'y connaître et avoir une idée de toutes les étapes qui existent pour construire une maison totalement. Donc, il faut vraiment s'investir dedans, c'est pas évident. Est-ce que vous pouvez un peu, si vous pouvez me donner sous forme d'étapes, la gestion de projet. Donc, on va dire qu'un entrepreneur vous contacte pour gérer un projet qu'il a. Qu'est-ce que vous lui demandez comme information? De quoi vous avez besoin? Par quoi, c'est quoi la première étape que vous commencez à faire? Qu'est-ce que vous faites globalement pour... Bien, c'est sûr que si c'est un donneur d'ouvrage qui nous appelle, ça va être différent qu'un entrepreneur général. Habituellement, l'entrepreneur général, lui, il embarque dans le projet lorsque les plans sont déjà faits. Donc, il y a déjà eu la planification de la conception. Okay. Donc, il y a eu l'étape où est-ce que les professionnels ont déjà fait les plans. Donc, on parle des ingénieurs, de l'architecte et le client. Ensuite, l'entrepreneur général, lui, il embarque lorsqu'il faut fabriquer, donc où est-ce qu'il faut construire. Par contre, l'entrepreneur général, lorsqu'il nous appelle, nous, habituellement, c'est vraiment la phase de construction. Donc, c'est une seule phase du projet qu'on va s'occuper. Et c'est sûr qu'il y a après la construction, donc la livraison du projet. Mais la phase construction, c'est vraiment le suivi du budget de l'échéancier, la coordination des différents intervenants. Donc, s'assurer que, dépendamment de, est-ce qu'on est tout seul à faire cette gestion-là? Est-ce qu'on a une équipe? Souvent, il peut y avoir une équipe. Donc, on parle de l'équipe d'approvisionnement. Donc, c'est eux qui s'assurent de faire les commandes des matériaux et la réception des matériaux. Donc, moi, j'ai juste à suivre eux, s'assurer que c'est fait. Donc, ce n'est pas forcément une équipe qui fait partie d'Alka. Non. Ça peut être une équipe externe à vous, mais vous devez travailler en tandem pour Exactement. Au fait, Groupe Alka, nous sommes des chargés de projet. Okay. Nous sommes une équipe de 5, une directrice des opérations, puis 4 chargés de projet. Donc, on va travailler avec les différentes équipes de nos clients. Okay. Donc, si le client nous engage, puis il a un triplex à construire, mais qu'il n'a pas d'équipe, mais nous, on peut gérer la construction du triplex sans nécessairement avoir besoin d'une équipe qui fait l'approvisionnement parce que le triplex, on s'entend que c'est pas aussi énorme que si tu construis une tour à condo de 81 étages. Là, il faudrait peut-être une équipe qui s'assure de faire la réception. Donc, encore une fois, c'est ça. C'est pour ça que je vous expliquais que les besoins, comprendre les besoins de notre client, que ce soit un donneur d'ouvrage ou l'entrepreneur général, s'asseoir avec lui puis comprendre ses besoins, c'est là qu'on va savoir à quelle étape est-ce que nous, on embarque. Okay. Parce qu'un projet de construction, ça commence toujours, nous, on aime ça dire, par l'idéalisation. Donc, je sais que oui, il y a la planification du projet, mais juste avant la planification, il faut l'idéaliser, il faut y réfléchir. Donc, qu'est-ce que je veux construire? OK, je veux construire une tour à condo. Combien d'étages est-ce que je vais faire? 27, 37, 47? Donc, il y a toute cette idéologie à réfléchir en premier. Combien d'argent est-ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai accès à cet argent-là? Donc, avant même de nous engager, avant même d'engager un entrepreneur général ou un architecte ou un ingénieur, il faut savoir est-ce que mon projet fait du sens? Est-ce qu'il est réalisable? Okay. Une fois que oui, donc OK, je sais que je veux construire un immeuble de 20 étages avec 4 unités sur chaque étage.
à ce moment-là, il faut que je fasse dessiner les dessins. J'ai besoin de quelqu'un pour faire des dessins. J'ai besoin de quelqu'un qui va faire un budget préliminaire. Habituellement, ça, ce sont les architectes qui font ça. Donc, j'appelle un architecte, mais ça, encore une fois, c'est le client qui doit s'occuper de ça. Souvent, ils vont appeler Groupe Alka parce que quel architecte que j'appelle, je ne sais pas. Quel ingénieur est-ce que j'appelle? Comment est-ce que je fais pour m'assurer que l'ingénieur et l'architecte se parlent comme il faut? Lorsque l'architecte me donne les plans pour construction, comment je fais pour m'assurer que les plans ils sont conformes? Est-ce qu'il y a toutes les informations? Donc, souvent, il y a des donneurs d'ouvrage qui vont nous appeler pour qu'on puisse gérer cette partie-là, qui est la partie conception. Ensuite, après la conception, il y a une petite partie de planification qui revient au client. Parce que l'architecte et l'ingénieur, ils ont fait les dessins. Une fois que les dessins et les plans sont faits pour construction, il donne ça au client, puis le client, maintenant, lui, il doit engager un entrepreneur général. Bien sûr. Pour construire son immeuble. Mais lui, il a un appel d'offres à faire. Quel entrepreneur est-ce qu'il engage? Est-ce qu'il a déjà son terrain pour faire cette construction-là? Est-ce qu'il doit engager un agent immobilier? Donc, il y a plusieurs étapes aussi qui lui reviennent que, habituellement, lorsqu'il nous engage, nous aussi, on est capable de l'épauler à cette étape-là. Ensuite vient l'engagement à engager l'entrepreneur général. Quel entrepreneur général va construire l'immeuble? Cet entrepreneur général, lorsqu'on représente le client, nous, on suit cet entrepreneur général. On s'assure que le budget qui avait été fait par l'architecte soit respecté. Non, nous, c'est sûr qu'on le regarde encore avec le client, mais on représente le client, n'est-ce pas? Donc, on le regarde avec lui, on lui fait comprendre qu'est-ce qu'il a devant lui. Donc, on regarde avec l'entrepreneur général, est-ce qu'il respecte? Mais par contre, là, c'est encore c'est l'entrepreneur général qui s'assure, lui, de faire sa gestion à lui. Nous, on n'interfère pas dans la gestion de projet de construction de l'entrepreneur général parce qu'à ce moment-là, on chapeaute le client. Le client, OK. Donc, on va le challenger. Donc, ça va être plus facile pour nous de le challenger sur sa gestion à lui. Donc, est-ce que tu es en train de suivre ton budget? Je ne sais pas, par exemple, il y a des points de contrôle qu'on a besoin de vérifier. Donc, suite à la coulée de la dalle qui devait se faire le 17 février, par exemple, je donne un exemple comme ça. Le 17 février, on a une coulée de dalle à faire. On est le 1er février, mais il n'y a pas de fondation encore. Mais c'est sûr que le 17, il n'y a pas de dalle qui va se couler. Donc là, c'est lorsqu'on représente le client, si le client il est tout seul, lui, il ne sait pas ça. Donc, s'il va sur le chantier et il ne voit pas les fondations, il ne va pas peut-être penser de « Ah, ça va prendre ce nombre de jours pour pouvoir faire toutes les fondations. C'est comme ça que si on ne fait pas de suivi avec l'entrepreneur général, les délais peuvent survenir. Wow. Donc, c'est ça, il y a trop de facteurs à prendre, il y a trop d'informations à prendre en compte. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que je vous expliquais que c'est vraiment une expertise en soi. Donc, il y a tellement... Là, je vous dis tout ça pour vous montrer que c'est énorme. Ça peut être beaucoup, beaucoup de suivi. Ça dépend de qui est-ce qu'on défend les intérêts. À ce moment-là, si on était à la place de l'entrepreneur général face à ce même building-là, là, nous, on aurait challengé l'installation des fondations. Pourquoi c'est pas encore installé? Et c'est pas le 1er février qu'on aurait réalisé que c'est pas installé pour la coulée du 17. Non, c'est lorsque ça aurait dû commencer. Cette journée-là, on se serait assuré les jours d'avant. Oublie pas, toi, telle date, tu es supposé être sur le chantier. Est-ce que tu vas y être encore? Il faut respecter. Donc, cette coordination-là avec chacun des intervenants aussi est nécessaire. Mais ça, c'est lorsqu'on est à la place de l'entrepreneur général. C'est à l'entrepreneur général de lui de s'assurer qu'il respecte l'échéancier du client, qu'il respecte le budget du client aussi. OK. C'est pas le... c'est un peu la même approche, la même manière de faire, de gérer et d'agencer. Et tout à fait. De faire vraiment un estimé un échéancier de ce qui va se passer au fur et à mesure. Exact. Moi, je suis fasciné un peu par la partie où j'imagine ce que vous faites et je me dis, OK, donc vous prenez une feuille et un stylo, vous prenez le projet devant vous et vous dites, à cette date, il y a ça qui va se passer et ça va prendre 5 jours. Et après, à cette date-là, il y a ça qui va se passer, ça va prendre 25 jours. OK, donc vous calculez, dans le fond, d'une manière un peu globale ou c'est vraiment... est-ce que vous calculez un peu les risques ou vous calculez les retards? Est-ce que vous prenez en considération ce type de... C'est sûr. Ça, ça serait la phase de planification du projet. Ça, c'est lorsqu'on est en train de faire l'échéancier. Moi, encore une fois, on revient au maestro de l'orchestre. Le maestro, oui, il doit faire l'échéancier. Par contre, il ne sait pas, l'électricien, combien de temps ça va lui prendre exactement à faire ce travail. Donc, oui, c'est sûr qu'on a des connaissances de base.
avec l'expérience qu'on a acquise, évidemment. Donc, on peut faire un échéancier de base, juste pour se situer dans le temps, à savoir à peu près combien de temps est-ce que ça va me prendre. Fait que moi, je me dis, basé sur mon expérience, j'ai l'impression que ça va me prendre 25 jours, par exemple. Donc, je me fais un échéancier. Mais une fois qu'il faut engager l'entrepreneur général, qui, lui, doit s'engager à cet échéancier, c'est lui qui va pouvoir nous challenger aussi. Mais dans le fond, il va le lire. Mais oui, il n'a pas le donc choix. Il va l'approuver. Il faut qu'il Ça veut l'approuve. dire si tout paraît cohérent, toutes les étapes paraissent cohérentes au niveau des délais, du temps que ça va prendre, et qu'il approuve, ça veut dire qu'il peut le faire. Une excellente gestion de projet de construction, ça serait ça. L'idéal pour s'assurer avant la construction qu'on va respecter l'échéancier, ça serait qu'en effet, que l'entrepreneur général s'assoie et regarde l'échéancier. Et nous, ce qu'on prône lorsqu'on travaille avec des entrepreneurs généraux, c'est de communiquer même avec chacun des intervenants et leur demander, c'est eux qui vont faire le travail. Okay. Donc, appelez l'électricien. Salut, regarde le plan, voici les travaux. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Voici ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai 25 jours dans mon échéancier. Est-ce que ça fait du sens? C'est lui qui va me dire si ça fait du sens ou non. Et ça, on le prône dans la partie planification. On veut faire ça avant de commencer le projet. Bien sûr. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est débordé, il faut faire les affaires, on prend l'échéancier tel quel, et lorsqu'on arrive sur la construction, on réalise que, non, 60 jours. Où est-ce qu'on va chercher ce 35 jours-là? Mais parce que c'était rush, on était occupé, on ne s'est pas assis pour... Est-ce que cet entrepreneur général, est-ce qu'il avait un chargé de projet qui s'est assuré de... Peut-être pas. Donc, c'est là qu'encore une fois, Groupe Alka veut venir mettre l'importance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ce genre de situation-là, qui s'assoit pour s'assurer que l'échéancier va être respecté, mais avec les personnes qui vont faire le projet. Il n'y a personne de mieux placé que l'électricien pour me dire si ça fait du sens le 25 jours que j'ai mis pour faire le projet. Personne d'autre. Même chose pour le plombier, même chose pour le peintre. Donc, on gagne à mettre beaucoup de temps sur la phase planification. C'est sûr que ça peut être long parce que plus le projet est gros, plus il y a des intervenants. Mais si on est capable, juste avant la construction, de s'assurer que voici les dates à laquelle on va commencer et que tout le monde a dit oui et que le chargé de projet, tout ce qui lui reste à faire, c'est le suivi de cet échéancier. Donc, bonjour, monsieur le plombier, vous commencez lundi prochain. Ça fonctionne toujours? Oui. On est encore à 10 jours? Oui. Et pendant qu'il fait, rendu à jour 3, on fait un petit suivi avec lui. Okay. Il reste 7 jours sur l'échéancier. Est-ce que ça fait toujours du sens? Oui, pas de problème. Là, on appelle. Est-ce que c'était l'électricien qui venait après le plombier? Oui. Là, on appelle l'électricien. Okay. Salut, dans 7 jours, tu étais planifié pour commencer. N'oublie pas que tu commences à telle date et que tu termines à... Donc, quand on est capable de faire tout ce petit suivi juste un peu avant, ça fait le projet ça veut dire qu'il y a des projets où vous pouvez vous trouver avec combien d'appels par jour? Mon Dieu, écoutez, on travaille sur des projets tellement gros que c'est impossible d'être le seul chargé de projet, qu'il y a des équipes de gestion. Donc, dans cette équipe de gestion, il y a la personne qui s'occupe juste de l'échéancier. Dans cette équipe de gestion, il y a la personne qui s'occupe juste du budget. Il y a quelqu'un qui s'occupe juste des contrats avec les sous-traitants. Okay. Donc, dépendant, mais ça, on parle de projets de millions de dollars. Par contre, si on parle, par exemple, le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est quand que je faisais du résidentiel, puis aussi petit qu'une toilette, j'étais à parler avec 8 sous-traitants différents. On parle du plombier, de l'électricien, le peintre, le plâtrier, le carreleur, on parle de l'ébéniste, on parle de la designer. Wow. Donc, toute cette coordination-là, ça a l'air de rien. On peut se dire, bof, c'est juste une toilette. Mais regardez, je viens de vous nommer 6-7 personnes facilement qu'il faut coordonner ces travaux-là. C'est le concept de la gestion. Parce que tantôt, quand vous m'expliquez par rapport à l'échéancier, comment vous faites en sorte de contacter tout le monde, je me suis dit, OK, si on prend toute une feuille avec plein de dates étalées sur 6 mois, et à chaque mois, qu'est-ce qu'il y a à faire, dans le fond, ça vous permet d'arriver, par exemple, à la moitié, je pense, du projet, de vous dire, OK, est-ce que je suis dans les temps? Voilà. Si je suis dans les temps, c'est parfait. Si je ne suis pas dans les temps, est-ce que potentiellement il y a manière d'optimiser, de gratter un peu de temps sur ce qu'il y a à faire? Donc, c'est vraiment intense. Oui. Je ne m'imagine pas les gros projets, le nombre de suivis que vous faites avec les entrepreneurs directement. Mais c'est vraiment intéressant. Pour faire tout ça,
Est-ce qu'il y a des logiciels qui vous aident? Est-ce que vous travaillez avec quelque chose? C'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de logiciels. C'est sûr que moi, je dirais que le plus utilisé dans le domaine de la construction, c'est un domaine très traditionnel, qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les dernières années. Ça se fait, on le voit de plus en plus. Je dirais que la COVID a amené cet merveilleux aspect dans la construction de vouloir améliorer le temps qu'on passe sur certaines tâches. Mais l'outil le plus utilisé, moi, je dirais que c'est Excel. OK. Pour être honnête avec vous. Mais par contre, oui, il y a des logiciels comme Procore, il y a des logiciels comme ConstructBy pour nous aider à faire de l'estimation. Procore, lui, c'est vraiment la gestion du projet. On a des logiciels comme MS Project pour faire l'échéancier. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de logiciels qui peuvent nous aider. C'est sûr, encore une fois, que l'unicité de chacun des projets ne nous permettent pas de nous dire, OK, ben voici l'outil par excellence que tous les gens dans la construction peuvent utiliser, Ça puis dépend c'est du winner. projet, Ça dépend du projet, exactement. Donc, il y a BIM, par exemple, qui fait des modélisations 3D, que c'est incroyable, mais ça coûte cher. Mais ça vaut la peine avec ceux qui font des gros projets de millions de dollars, où est-ce qu'on peut faire la modélisation à l'intérieur, on peut faire le suivi de projet à l'intérieur de ça. Par contre, quelqu'un qui veut rénover sa toilette, ça va aller avec Excel. Ouais, Cette pas besoin personne-là, avec de Excel, ça va. mais en quoi la modélisation et avoir un aspect 3D de ce qui va se passer extérieurement et intérieurement va vous aider, vous, de votre côté? Écoutez, on a rencontré une entreprise qui, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit le projet dans BIM. Donc, elle modélise le projet 3D dans BIM avec tous les plans des sous-traitants qu'elle reçoit. Puis, une fois que c'est mis dans BIM, avant la construction, on peut voir où est-ce qu'il va y avoir des problèmes, avant même d'être sur le terrain. OK. Vous voyez, donc ça, c'est incroyable. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, ça rajoute du temps dans la phase planification parce que là, il faut s'assurer d'avoir tous les dessins des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils doivent faire leurs dessins dans BIM. Donc, c'est sûr que ça rajoute du temps, des tâches, mais c'est merveilleux. Imaginez pouvoir faire la construction dans BIM avant d'être sur le terrain, tout régler les problématiques qu'on aurait trouvées sur le terrain et ensuite se présenter sur le chantier pour le construire. Ah, c'est un gain de temps. Incroyable. C'est incroyable. Si seulement les gens pouvaient comprendre l'argent qu'ils économiseraient en faisant ça. Donc, c'est un peu, moi, je vois ça un peu comme la gestion de projet de construction. Les gens qui veulent nous engager, ils nous disent, ouais, mais c'est cher. Par contre, c'est un investissement. C'est un investissement pour s'assurer qu'on respecte le temps et qu'on respecte le budget. C'est sûr que c'est difficile de mettre un montant sur ça. Je ne pourrais pas dire que Groupe Alca vous assure d'économiser 25 000 $ pile. On ne peut pas. Par contre, on vous assure une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. On vous assure de faire le suivi rigoureux du projet qui vous assure de mieux gérer votre projet. Ça non plus, ça n'a pas de prix. Donc, c'est sûr que c'est difficile à monétiser. Est-ce que ça se dit? Monétiser. À monétiser. C'est difficile à monétiser. Par contre, la même façon que la conception dans BIM en 3D avant, oui, ça coûte plus cher, mais vous réalisez tout ce qu'on est capable d'éviter. Ouais. Along the way, c'est incroyable. Ça fait en sorte aussi utiliser cette structure-là et cet accompagnement-là, comme vous le faites chez Groupe Alca, fait en sorte de minimiser les risques. En fait, quand quelqu'un se projette dans n'importe quel projet de rénovation ou de construction ou autre, il y a deux mondes. Il y a un monde où le client va recevoir une soumission, un estimé, avec ce qui va se passer plus un prix. Et après, il y a la réalité des choses. Et pas dans la plupart des cas, mais ça arrive vraiment fréquemment que la réalité, ça n'a aucun rapport avec l'estimé de base et la soumission de base. Dans la plupart. Donc, ça reste une perte, anyway. Exact. Histoire de mettre toutes les chances de son côté, d'y aller d'une manière vraiment méthodologique, bien professionnelle. Il faut mieux... Si quelqu'un, moi personnellement, jamais de la vie, je gérerai mon propre projet un autre jour parce que je sais que je vais m'en mêler les pinceaux de partout et je ne pourrais pas avoir ce mental-là de pouvoir tout gérer et être le chef d'orchestre globalement. Parce que c'est sûr qu'il y a des points de flou, il y a des points que je connaisserais. Si un entrepreneur vient voir et me dit non, c'est pas possible parce qu'il y a ça, j'aurais pas le choix de lui dire ok, t'as raison parce que je sais pas. Donc faut vraiment être à l'affût de tout et avoir toutes les informations. J'ai vraiment aimé le logiciel BIM. Je pense que ça va être le futur. Oui, parce que là, mettre tout le projet
Après, il me dit, OK, validé, tout est OK, tout est vert, tu peux commencer à construire. Ah oui, non, c'est Let's merveilleux. go. Il y en a de plus en plus. Là, je vous en ai nommé quelques-uns, lesquels que mes clients y travaillent avec. Par contre, il y en a plusieurs. Ça vaut la J'imagine. peine. Ça vaut vraiment la peine. Plein d'investissements, comme vous avez dit. Surtout les tâches répétitives, toutes les tâches qui peuvent être faites de manière automatique. Ça vaut la peine de l'appliquer pour qu'on puisse justement utiliser notre temps où est-ce que c'est important de le mettre. Pour qu'on puisse mettre notre temps à régler des vraies problématiques de chantier. Par exemple, ouvrir un mur que finalement, il y a une bîme d'acier qu'on n'a jamais vu. Personne ne savait que c'était là. Ça, c'est fun. Ça, il faut le régler tout de suite. Ouais. Il faut rappeler tout le monde. Mais quelque chose qui aurait pu être évité avant, mais qui n'a pas été évité parce que tout le monde était trop débordé puis qu'on n'a juste pas pu faire le suivi, c'est plate. Ouais, c'est C'est pas la plate même. parce que ça impacte tout le monde. C'est pas un imprévu de. Exactement. Donc, Ça a mal été admettons géré. le carreleur qui arrive. Moi, je suis déjà rentrée dans un projet, en plein milieu d'un projet, que, par exemple, je commençais le lundi. Puis le carreleur, lui qui installe la céramique, commençait le mercredi. Donc, je l'appelle le lundi pour s'assurer, est-ce que... Il commence C'est le ma mercredi. première journée sur le projet. Je l'appelle, est-ce que tu commences mercredi, en effet? Il me dit, oui, où est la céramique? C'était pas dans ton mandat à toi? Non. OK, je te reviens. J'appelle le client, où est la céramique? Ah, c'était pas dans le mandat du carreleur? Non. Il n'y a pas de céramique. Il n'y en a pas de céramique. Waouh. Donc, ce petit suivi qui aurait pu être fait, ça c'est une erreur qui aurait pu être évitée. Savoir la portée des travaux, connaître la portée des travaux, c'est qu'il y a quelqu'un qui a soit pas mentionné au carreleur que c'était à lui de commander la céramique, ou quelqu'un qui n'a pas regardé Qui a le assumé le contrat fait que- du carreleur, parce qu'on a des contrats, il faut faire des contrats avec. Puis ça doit être exclu, ça doit être écrit exclu céramique. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pas fait de suivi. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Ou vous allez chercher la céramique le jour même? Ça dépend de la céramique. Ça dépend de la céramique. C'est sûr que quand c'est des plus petits projets résidentiels, oui, c'est plus facile de changer. Mais par contre, la satisfaction du client, elle est mise de côté. C'est triste. Le client, lui, il avait une céramique en tête. Oui, il voulait Là, ce il faut modèle-là, changer cette la couleur. céramique. On vite, rapidement comme ça, parce que le carreleur vient mercredi. C'est plate. Ouais, C'est ça va. plate. Ça nous est déjà arrivé qu'une cliente voulait de la céramique spécifiquement je ne me rappelle pas de où, mais ils l'ont fait commander, puis il n'y a pas eu de suivi. Puis, lorsque je suis rentrée dans le projet, justement, pour régler ça, ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas fait de suivi pour s'assurer que la céramique, elle vienne. Le carreleur, lui, s'il ne faisait pas son travail à la date qu'il avait planifiée pour cette cliente-là, lui, il n'était pas disponible avant 3 mois. Donc, c'était soit qu'on trouve un nouveau carreleur, mais il avait déjà fait la cuisine. Donc, on était très satisfaits. Donc, est-ce qu'on engage On en quelqu'un prend le risque d'autre en de- plein ouais. milieu? Il avait déjà fait la cuisine, ce qui veut dire qu'on paye combien? D'abord, combien est-ce qu'on enlève pour qu'il fasse pas? Ça amène beaucoup de problématiques qui auraient, encore une fois, comme je vous dis, qui auraient pu être évitées simplement parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Vous vous occupez aussi d'engager des personnes dans le cas où il y a absence, où il y a changement? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez déjà une banque d'entrepreneurs ou de spécialistes avec qui vous faites affaire? C'est sûr qu'avec les années, on a créé de belles relations avec du monde, avec différentes personnes qui sont capables de nous sauver dans beaucoup d'impasses. Donc, c'est sûr que l'expérience t'amène aussi un réseau de contacts, des ressources qui viennent avec toi dans notre gestion. Donc, oui, Groupe Alcan, on a accès à de belles ressources qui peuvent nous aider rapidement. Mais encore une fois, n'oubliez pas que nous, on prend le chapeau de la personne qui nous engage. Alors souvent, l'entrepreneur, il a déjà ses sous-traitants avec qui il travaille. C'est vrai. Le donneur d'ouvrage, habituellement, écoutez, dépendamment du projet, si c'est des gros projets de millions de dollars, ben là, il faut faire des appels d'offres. Des appels d'offres, je ne peux pas appeler quelqu'un. Moi, il faut que je fasse un appel d'offres, puis c'est les gens qui appliquent sur ça. Mais excusez-moi Qui de vous couper. soumissionnent, pardon. Dans le fond, quand vous faites affaire avec un entrepreneur, Oui. pas des sous-traitants, pas plusieurs, c'est pas un groupe que vous sélectionnez ou vous présélectionnez de base, c'est une entreprise déjà préétablie. Oui. Donc, vous ne faites pas le suivi, vous ne le faites pas auprès de chaque employé, vous le faites directement auprès de l'entrepreneur. Écoutez, un entrepreneur général, habituellement, il ne possède... C'est rare qu'il possède ses ouvriers. Lui aussi, il engage des sous-traitants. Et c'est rare d'avoir toute l'équipe qui peut tout gérer de... OK. À moins d'être vraiment Pomerleau, là, puis que tu peux engager toi-même ton propre électricien sur ton payroll, c'est rare d'avoir ça. Habituellement, c'est vraiment
L'entrepreneur général, lui, il possède sa RBQ, ce qui veut dire qu'il peut engager du monde pour faire des travaux. Donc, cette licence-là, comme vous voyez, nous, Groupe Alcan, on ne pourrait pas engager automatiquement directement un sous-traitant pour aller faire des travaux chez un client parce qu'on ne possède pas la licence. Oui, pas d'RBQ. Donc, ça serait l'entrepreneur. On l'appelle le sous-traitant pour qu'il soit engagé par notre client qui est l'entrepreneur général. Donc, le contrat se fait entre le sous-traitant et l'entrepreneur. Donc, jamais entre Groupe Alcan et le sous-traitant. Je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'entrepreneur général, pour de vrai, lui, ce qu'il possède, c'est sa licence RBQ. Ensuite, il peut engager du monde. Donc, s'il a déjà son électricien, tant mieux, parce que c'est à l'interne. Mais c'est rare. Moi, j'ai jamais... Vous voyez, on est ouvert depuis 2020. Ça fait 4 ans, puis on n'a pas encore travaillé avec des entrepreneurs généraux qui avaient leur propre équipe. Okay. Ça a toujours été des Je pense que c'est un peu rare d'avoir toute l'équipe au complet et de venir directement. C'est sûr qu'il y a des entrepreneurs généraux qui ont tellement de projets que c'est tout le temps la même équipe d'électriciens, qui ont assez de... Leur portefeuille de projets est assez grand pour que son sous-traitant d'électricité n'ait pas à avoir d'autres projets, d'autres mandats. Donc, moi, je suis assez solide avec mes clients pour fournir assez de jobs à le sous-traitant en électricité. Donc, je deviens son client, son seul et unique client à ce sous-traitant-là, mais ça devient quand même un sous-traitant. Donc, si jamais, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres projets, ben je ne les mets pas dehors. Je fais juste leur dire, ben je n'ai pas de projet pour vous. Puis ce sous-traitant-là, lui, il ne se retrouve pas à faire faillite. Là, il peut aller chercher d'autres mandats. Donc, c'est plus comme ça, dynamique. Je me suis rappelé quelque chose. Tantôt, quand on discutait, vous avez abordé le fait que, je pense, milieu ou après Covid, il y a eu une petite pénurie au niveau du bois. Oui. Cette type d'information-là, donc des pénuries sur du bois ou autre, sur du carrelage ou sur de la machinerie, comment vous vous informez par rapport à ça pour esquiver le fait de le subir directement? C'est sûr qu'il faut rester à l'affût, mais habituellement, l'information vient de nos fournisseurs. C'est eux qui vont chercher ces matériaux-là. Donc, ils vont le savoir, par exemple, je ne sais pas, lorsqu'il y avait eu une grosse pénurie d'acier. Bien, la compagnie au Québec d'acier qui, lui, achète de l'acier en Chine, lui, il le sait depuis plusieurs mois à l'avance que quand il essaie de faire ses commandes, c'est plus difficile à recevoir ses commandes. C'est plus difficile à faire des commandes. Donc, oui, au Québec, on a encore plein d'acier pour faire notre construction. Mais moi, quand j'essaie de commander de l'acier pour mes projets de l'année prochaine, puis je vois que ça commence à être difficile, bien ça devient des red flags. Ça devient de... Donc, eux, ils commencent à avertir leurs clients. Parce que le fournisseur, lui, oui, il achète lui-même l'acier pour ensuite le distribuer à ses clients. Mais lorsqu'il n'est pas capable d'acheter de l'acier, c'est pas tout de suite. Là. Il y a du temps qui se fait, ça prend du temps. Donc, c'est comme ça qu'on est à l'affût habituellement. C'est vraiment les fournisseurs. Puis avec les nouvelles aussi, on l'entend quand il y a une pénurie d'acier. Si on l'entend déjà qu'il y a une pénurie d'acier en Chine, puis qu'on sait que nous, on achète notre acier en Chine, ben on sait que ça va nous affecter. Oui, donc vous pouvez un peu prévoir ce qui se passe, histoire de vous diriger vers d'autres alternatives ou de faire en sorte d'esquiver ce problème-là. Exactement. Des fois, souvent même, c'est difficile. Par exemple, le bois. Quand il y a eu la pénurie de bois, c'est difficile de remplacer le bois. Donc là, c'est là qu'il va y avoir des arrêts de travaux, de chantier. On va faire des délais, des plus grands délais. On va essayer d'aller acheter le bois ailleurs. Donc oui, mais ça vient avec des coûts supplémentaires. J'imagine. Ça revient plus cher. J'aimerais bien avoir le projet le plus difficile que vous avez traité. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que c'est quoi difficile? Ça dépend de vous. Vous comprenez? C'est quoi difficile? Je vais vous donner l'exemple de... il fallait installer un bar chez un client. Un bar. Ça a été long. Ça a pris 4 mois à installer un bar parce que quand on a ouvert, il y avait de l'amiante. Après l'amiante, on a réalisé que les conduits n'étaient pas conformes. En réparant les conduits, on réalise que l'électricité n'est pas conforme. Une fois que l'électricité n'est pas conforme, il faut ouvrir le plafond, on réalise que, les poutres sont pas bonnes. Il faut refaire... Donc, ça... Ça rajoute de la job. À chaque fois que vous essayez de faire un nouvel job, ça rajoute de la job en plus. Vous voyez, donc ça a été difficile du côté gestion d'émotion du client. C'est difficile pour le client qui s'imaginait dépenser 6 000 $ pour un bar qui allait prendre 3 semaines,
qui se retrouve à dépenser Aïe, aïe, aïe. 75 000 Aïe, aïe, aïe. 4 mois plus tard. C'est difficile, c'est pas facile, il faut gérer ça, Ça, en plus, par exemple, là, l'amiante, là, il faut tout de suite engager une entreprise amiante. Fait que là, il faut arrêter tout. Donc, on appelle tout le monde pour repousser tout le monde. Puis là, on ne sait pas, est-ce qu'il y a de l'amiante, oui ou non? Donc, donc l'électricien que j'appelle pour dire, écoute, tu ne peux pas venir finalement parce qu'il y a peut-être de l'amiante, je ne peux même pas le recéduler maintenant parce que j'ai aucune idée. Donc, je vais te rappeler. Donc là, tu cancelles tout le monde. Tu recédules l'entreprise d'amiante, tu fais les travaux d'amiante. Là, tu rappelles l'électricien, mais là, lui, il n'est pas disponible parce qu'il a pris une autre job en attendant. Donc là, lui, il est disponible seulement dans 2 semaines. Mais là, le plombier, lui, dans 2 semaines, il n'est pas disponible, lui. Il est 2 semaines après. Fait que là, il y a l'électricien qui vient faire une petite job. Puis pendant 2 semaines, il n'y a rien. Puis là, il vient... Ça peut être très difficile à gérer. C'est dur. Wow. Tandis que on a fait un gros projet industriel que finalement, il y a eu des problèmes entre le client et ses finances. OK. Donc ça aussi, ça devient difficile. Donc ça dépend vraiment qu'est-ce qui devient difficile. On ne sait pas. Ça dépend. Par rapport à ça, quand vous gérez ce type de projet-là, vous avez accès au financement des clients? Ça dépend encore une fois de ses besoins. Comme dans ce cas particulier, non. On n'avait pas accès à leurs finances. Par contre, si eux, ils ont de la difficulté avec leurs finances puis ils ne peuvent pas continuer le projet, donc c'est sûr que là, on se retrouve que, OK, qu'est-ce qu'on fait avec nos chargés de projet? Ouais. Donc, on revient à être l'électricien dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes chargés de projet? Est-ce que je les mets sur d'autres projets? Mais là, quand le projet revient, là, tu as perdu les chargés de projet. Est-ce que je les remets? Donc, ça devient une problématique plus interne. Donc, tu sais, la difficulté... Ça dépend où est-ce qu'on la met. Okay. Pour les nouvelles entreprises qui comptent se lancer dans la gestion de projets, quels conseils vous leur donnerez? Moi, je dirais de s'assurer de savoir à qui ils veulent offrir leurs services. Ça, c'est très, très, très important parce que la gestion, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin, comme je vous l'ai expliqué. La personne qui veut juste faire sa toilette, à la personne qui veut rajouter un 2e étage, à la personne qui veut construire un triplex ou un immeuble à 20 étages ou même une usine de fabrication de carton. Donc, tous ces gens-là ont besoin de gestion. Et puis, excusez, je me suis perdue dans mon idée. Répétez-moi la question, pardon. C'est juste simplement des conseils à donner aux personnes qui veulent... excusez-moi, c'est ça, je me suis perdue. J'étais partie dans expliquer de la gestion de projet. Donc, c'est ça. Alors, il y a tellement de domaines d'activité, de secteurs, que c'est important de savoir à qui est-ce qu'on veut offrir nos services. Nous, on avait commencé en pensant qu'on voulait faire du résidentiel, puis finalement, on a réalisé que, non, tu sais, faire mieux Oui, on va aller dans le commercial avec les gros joueurs pour pouvoir aller mettre l'expertise dans les gros joueurs. Comme ça, eux, ils vont aller impacter les plus petits joueurs. Tandis que dans le résidentiel, mais là, on parle de petits résidentiels. Il y a moins de visibilité. Exactement. Donc, le changement qu'on veut aller faire pour mettre l'expertise de la gestion de projet, c'est plus facile d'aller le faire chez les grands pour ensuite aller impacter les plus petits. Mais quelqu'un qui, lui, je sais pas, lui, il veut juste offrir de la gestion parce qu'il aime ça, puis il veut que ça soit plus simple, il veut pas se compliquer les affaires, de faire affaire avec des gros projets. Lui, il pourrait se diriger dans la gestion de projet résidentiel. Donc, c'est vraiment de savoir... Il faut tester et voir ce que la personne aime généralement. Exactement. Si vous aimez Exactement. ce type de projet-là, juste en faire une spécialité. That's it. Donc, savoir vraiment à qui on veut l'offrir, l'essayer, le tester et surtout être à l'écoute des clients. C'est les clients qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Nous, Groupe Alka, on avait une idée de ce qu'on pensait que les clients pensaient de nous. Puis lorsqu'on leur a posé la question, pourquoi faites-vous affaire avec nous? Tout ce qu'ils nous ont dit, rien à voir avec ce qu'on imaginait, nous. Vous êtes en mode rapidité, optimisation, mais eux, c'était plus quelque chose d'autre? Nous, on était beaucoup dans la bonne humeur, l'esprit d'équipe, amener le leadership. On était beaucoup dans ça, tandis que nos clients, ils nous ont beaucoup mis en face justement notre optimisation, qu'on optimise leur gestion. Ils ont mis qu'on était très fiable. Ils ont mis de l'avant qu'on avait un suivi rigoureux. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur le suivi rigoureux, mais ils nous ont beaucoup dit qu'on aime beaucoup vos suivis. C'est vos suivis qui permettent de... Tandis que quand en 2020, nous, c'était « on est une équipe jeune et dynamique, puis on va changer le domaine. Ouais. Donc, l'idée qu'on avait, finalement, c'est on réalise que « OK ». Et quand on a commencé à mettre plus d'emphase sur ce que les clients disaient qu'on donnait,
Et c'est là qu'on a réussi à avoir encore plus de clients. Ouais, c'est ça, l'amélioration commence à ce Exactement. moment-là. Mais quand vous dites, parce que là, quand je m'imagine, c'est le fait que vous faites ce nombre-là de suivis, que vous discutez avec ce client, cet entrepreneur, blablabla, mais il y a beaucoup d'humains, en fait, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de gestion humaine. Donc, dans le fond, si on peut, on va dire, diviser en pourcentage tout ce qui est technique dans votre job, de tout ce qui est humain et contact, c'est un petit peu plus que 50-50, on est d'accord? Oui, moi, c'est un je peu dirais... du 80. Personnellement, et ça, c'est moi, toute seule, ma gestion, elle est plus axée sur les relations interpersonnelles. Donc, je dirais que 80% de ma gestion, elle est sur mes relations avec le monde. Pourquoi? Parce que quand que tu as une bonne relation avec chacun des intervenants, lorsque nous deux, tout le monde est clair. Tu sais, voici nos besoins, voici ce qu'on a de besoin pour atteindre nos objectifs. Faisons-le en équipe, ensemble et pas contre. Ouais. J'ai besoin de tous ces intervenants pour satisfaire mon client. J'ai aucun avantage à être bête, à être froide, à être stressante, à pousser les gens. C'est aucun avantage. C'est sûr qu'il y a certains moments, il faut être plus dur. Il faut être plus rigoureuse. Ouais. C'est sûr. On est dans un domaine de Faut être construction. sérieux, parfois, Donc, il faut être sérieux, c'est sûr. Donc, il faut être intègre, au fait, surtout. Mais sinon, non. Ouais, je m'imagine bien. C'est vraiment les relations interpersonnelles. Moi, je dirais 80%. Puis 20%, c'est la technique. C'est vraiment mettre en place... Tu sais, les suivis, ça a l'air d'être énorme, mais lorsque tu mets en place un système de suivi et une bonne méthodologie, moi, j'utilise énormément des tâches. J'utilise un système de tâches que je me mets. Donc, une fois que j'ai donné à par exemple, j'envoie un courriel à l'électricien. Je sais que je parle souvent de mon électricien, mais j'envoie un courriel à l'électricien. Bonjour, vous avez gagné le projet. Vous commencez le 1er avril. Mais ce courriel-là, moi, je me crée une tâche, puis je me fais un suivi, un système de suivi, je ne sais pas, 6 jours avant le 1er avril. Moi, quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai mes tâches d'aujourd'hui qui est « Ah, je dois contacter l'électricien ». Je reprends le même courriel et je fais juste écrire « Bonjour, n'oubliez pas que vous commencez le… » C'est des rappels. C'est des rappels. Donc, une fois que la base est mise au début, et encore une fois, c'est ce que je vous disais. Donc, on parle de… Oui, ça prend un tout petit peu plus de temps au début, dans la planification. Donc, oui, il faut écrire un courriel à tous les sous-traitants. Il faut avoir un… Moi, j'utilise aussi Trello, ce qui est un outil. Vous aussi, c'est ça, j'utilise Trello. Donc, avoir quelque part où est-ce qu'on voit l'ensemble du projet, ce qu'on a à faire, c'est facile de juste le suivre par la suite. Donc, quand on prend le temps de, OK, ben voici tous mes intervenants, voici toute mon équipe, voici mon échéancier, voici mon budget, je connais les besoins de mon client, ma portée des travaux, elle est claire, j'arrive à la communiquer de façon claire avec tous mes intervenants, je m'assure de faire des réunions d'équipe pendant la construction pour que tout le monde... OK. Parce que l'électricien, lui, il ne sait pas qu'est-ce que le plombier il fait. C'est vrai. Il ne sait pas. Donc, le plombier, peut-être que lui, en faisant ses travaux, il a découvert quelque chose que, encore une fois, en tant que chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il me dit? C'est, ah ouais, OK. Tu sais, finalement, je ne sais pas, moi, mes tuyaux de 3 pouces, ça va être des 4 pouces. OK. Mais le plombier, lui, peut-être, il se dit, non, c'est 1 pouce de trop pour moi, mes tuyaux à moi sont... Ouais, ça peut créer des incohérences entre... Des affaires il vaut mieux en parler et être au courant ensemble. Pour éviter tout confusion. problème. Ouais. Donc, la base, lorsqu'elle est faite, la planification, donc ton budget est fait, tu connais tous tes intervenants, tu sais qui fait quoi, quand est-ce qu'il le fait, tu as juste à faire un suivi de tout ça. Là, c'est sûr que ça a l'air facile parce que je dis tu as juste à faire un suivi de ça, mais le gros travail, lorsqu'il est fait avant, le suivi, il est facile. Il n'est pas compliqué, le suivi. Et c'est là qu'on a plus de temps à gérer les vraies problématiques. Quand le plombier, il m'appelle pour de vrai pour me dire « Écoute, Rose, c'est pas conforme. Il n'y a aucun des tuyaux qui est conforme. » Ça, c'est plus facile à gérer que « Ouais, Rose, j'avais oublié de te dire que… » Oui, c'est vrai. Imagine, là, c'est pas le même défi. Non, Puis... c'est pas c'est pas le même. Et c'est difficile aussi par après d'aller parler avec ton client. Ton client est beaucoup plus compréhensible que quand tu lui montres que, regarde, il y a des… C'est pas réglementaire. Tout est en cuivre, il faut changer ça. C'est illégal d'être en cuivre maintenant.
Et il le voit. Puis en effet, même lui aussi, il n'aurait jamais pu le déterminer. Le client ne va pas être fâché. Il n'y a personne qui peut être fâché de quelque chose que personne n'aurait pu Mais quand c'est savoir. la faute de... Mais quand c'est la faute de quelqu'un qui a oublié quelque chose, là, le client, il n'est pas content. C'est pas un Là, problème. tout le monde que j'appelle qu'il faut... Parce qu'eux aussi, ils ont de la job, là. Tu sais, imagine le peintre, lui, qui est très fort dans sa planification. Admettons un peintre, là, que sa planification, top notch, lui, il a pris du temps avant le projet de tout planifier. Et parce que, je sais pas moi, le plâtrier, lui, il n'avait pas fait sa planification, il avait oublié qu'il devait venir sur le chantier, ben là, il faut déplacer le peintre. Là, lui, ça déplace tout. Puis là, après le peintre, il faut faire la finition. Fait que là, le peintre ne peut pas venir, le menuisier ne peut pas venir, le carreleur ne peut pas venir. Donc, C'est effet boule de neige. Un gros effet boule de neige juste parce qu'on n'a pas fait un suivi qui aurait pu être fait. Mais encore une fois, tandis que si j'appelle le peintre pour lui dire, écoute, on a essayé de plâtrer, c'est impossible à plâtrer parce qu'on réalise que tous les murs sont croches. Puis, il faut faire venir un ingénieur pour regarder et s'assurer que la structure, elle est solide. Le peintre, il ne va pas être fâché, là. Yeah. Oh my God, je comprends. Écoute, on va faire de notre mieux. On va regarder quand est-ce qu'on peut revenir. Je comprends. Donc, des vraies problématiques, tout le monde veut mettre la main à la pâte pour la régler. Des problématiques créées par quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire, Ouais, ça, c'est plus de la difficile à compétence, avaler. un peu. Exact. C'est Non, plus difficile C'est à pas avaler. le même. C'est pas le même. OK. C'est nice. Dans le fond, où on peut trouver Groupe Alka? Est-ce que vous êtes disponible sur les réseaux, un site web? Oui. Donc, nous, tous nos réseaux sociaux, c'est groupe.alka. Donc, groupe groupe.alca. Puis, on a un site internet www.groupealka.com. Parfait. Et, du coup, j'imagine que sur le site, il y a toutes les informations, numéro de téléphone, comment vous contacter directement. Exactement. Parfait. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir Moi aujourd'hui. aussi, C'était merci. extrêmement intéressant. Mais je pense qu'on a vraiment abordé le sujet d'une manière générale. Parce que Oui. je pense que quand vous allez chez vous dans votre bureau, c'est un petit peu plus... Poitiers. c'est un petit peu plus pointillé. Déjà, le fait d'utiliser Excel, ça doit être incroyable de tout mettre vraiment sous tableur, avec toutes les informations. C'est pas évident, c'est vraiment difficile. Je vous respecte énormément pour ça. Et j'espère que toute l'expérience que vous avez, les projets que vous avez traités et votre vision de la gestion de projet pourra aider potentiellement des personnes qui veulent se lancer ou qui sont actuellement dans ça. Pourquoi pas améliorer. Et bien sûr, c'est l'objectif c'est un peu le but de gérer et de faire de la gestion de projet, c'est de tout optimiser et de faire attention à tout. Exact. Donc, s'il y a des informations qui vous semblent utilisables et cohérentes, boum, vous prenez directement, vous appliquez et vous regardez ce que ça donne. Bah, c'était nice. Pourquoi pas, dans le futur, on pourra vous avoir pour un autre format ou un autre sujet. Tout à fait. C'était Manef avec vous. Je vais vous dire à la prochaine pour un autre épisode. Bye bye.